Alors à propos de l'Afrique, lors de son premier voyage présidentiel, qui était en novembre 2017 au Burkina Faso, le président de la République avait dénoncé le système de la France-Afrique, c'est exactement ce qu'il avait dit, et annoncé une nouvelle relation. Alors est-ce que vous avez senti une évolution de la relation entre la France et les pays de l'Afrique francophone? Oui, je le crois profondément. Le discours de Ouagadougou qui a été prononcé par le président en 2017, c'est un discours très important. Effectivement, il a ouvert la voie à un partenariat renouvelé avec l'Afrique. Ça veut dire un investissement de la France aux côtés des pays africains autour de grands enjeux. Je pense notamment à l'éducation. On a renforcé nos budgets dans le partenariat mondial pour l'éducation, dans le programme des Nations Unies pour le développement. Des priorités en matière de culture qui se sont traduites par des moments de restitution d'œuvres qui étaient détenues par la France. La dernière en date, c'est les 26 œuvres qui étaient jusqu'à présent au musée Quai Branly-Jacques Chirac, qui ont été restituées au Bénin. D'autres pays ont aussi bénéficié de ces décisions. Et ça veut dire des investissements massifs aussi en faveur de l'entrepreneuriat et du développement d'initiatives économiques en Afrique. Sur tous ces sujets-là, on a progressé, on a mis des moyens financiers, puisque vous savez qu'on a rehaussé le budget de l'aide publique au développement en France d'1 milliard d'euros. C'était un engagement très fort du président de la République. Mais ça ne passe pas uniquement par un rehaussement des moyens financiers. C'est aussi un travail main dans la main avec certes les gouvernements, les États, mais aussi avec la société civile et les acteurs économiques. Le sommet entre la France et l'Afrique qui s'est tenu en octobre dernier a pour ça été très important, parce qu'il a permis vraiment ce dialogue avec la société civile, des initiatives nouvelles aussi. On a mis en place un fonds de 30 millions d'euros de soutien aux acteurs de la société civile en faveur de la démocratie, en faveur de la transparence, en faveur de la lutte contre la corruption, de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et donc, oui, je crois profondément que c'est un partenariat qui est renouvelé et qu'on a ouvert une nouvelle page de notre histoire et de notre relation commune. Est-ce que c'est de l'intérêt de la France de rester engagée militairement en Afrique ? D'abord, nous sommes intervenus au Mali en 2013 à la demande des autorités maliennes, à un moment où des colonnes djihadistes fonçaient tout droit sur Bamako. Nous avons empêché que ça se produise. Oui, c'est dans l'intérêt de la France que d'être présent sur ce théâtre. Parce que finalement, notre présence militaire sur place, elle vise un objectif, c'est lutter contre le terrorisme. Et on sait que lutter contre le terrorisme à l'international, c'est aussi protéger les Français d'actions terroristes qui peuvent être pensées, imaginées, parfois organisées à l'étranger et qui peuvent se traduire par des attentats sur notre sol. On l'a vu par le passé que malheureusement des attentats qui se sont produits en France avaient été pensés, imaginés, organisés, orchestrés à l'étranger. Donc oui, évidemment que ça a un sens de rester présent. On adapte notre présence au Mali et l'opération Barkhane pour la concentrer davantage dans la lutte contre le terrorisme, et aussi dans une logique qu'on a appelée à la fois de sahélisation et d'européanisation. Alors très concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire le soutien aux forces locales, aux États en présence. On est très investi dans le G5 Sahel, et on agit avec eux en matière de formation, en matière de dotation des États à avoir une capacité à se protéger et à se défendre. Et européanisation, ça veut dire qu'on fait intervenir, et on invite à intervenir d'autres États avec nous sur place. Vous savez que la force Takuba, qui est la force européenne qui est présente sur place, elle est aujourd'hui, je crois que ce sont 10 États qui y participent. Le dernier en date, c'est la Hongrie. Évidemment, on souhaite que d'autres États puissent venir joindre leurs forces sur place à nos côtés. La coalition pour le Sahel, 60 États aussi, reste présente. On a eu des moments de tension avec les Américains récemment, et finalement, dans le processus de sortie de crise, on a notamment obtenu de leur part qu'ils s'engagent à renforcer leur présence au Sahel à nos côtés. Donc voilà, c'est vraiment dans cette logique-là qu'on avance, avec oui, une boussole et une volonté très forte qui est de lutter contre le terrorisme sur place. Évidemment, l'efficacité de nos efforts collectifs est en grande partie aussi conditionnée par la situation politique au Mali et l'achèvement de la période de transition qui a été engagée. Et évidemment, notre préoccupation à ce que le calendrier qui avait été décidé pour la transition. Quelques heures après sa libération en octobre 2020, Sophie Petronel avait annoncé, malgré la douloureuse expérience de sa captivité, elle reviendrait au Mali, pays où elle a passé 20 années de sa vie. Je vais aller en France, en Suisse, et après je vais revenir voir un peu ce qui se passe ici. Au Mali ? Mais oui. Mais elle est incroyable. Non. L'ex-otage libéré il y a 1 an, après 4 années de captivité dans le nord du pays, est retournée discrètement en mars dernier au Mali, où elle est depuis peu
recherché par les forces de sécurité du pays. Selon des sources citées par les agences de presse, à plusieurs reprises, Sophie Petronet a tenté d'obtenir sans succès un visa pour s'y rendre. Face au refus des autorités maliennes, accompagnée de son fils Sébastien, elle passe par le Sénégal et franchit la frontière par la route, sans cacher son identité aux agents de police. Selon sa famille, Sophie Petronet n'était pas heureuse en Suisse, loin de sa fille adoptive restée au Mali. Mais cette expédition de laisse-otage franco-suisse est jugée irresponsable par plusieurs. Elle a peut-être des motivations personnelles, elle a sa fille. Personnelles, c'est sa fille qu'elle avait sa pas fille revue. adoptive. Je veux bien comprendre, mais imaginez que ceux qui l'ont gardée en captivité pendant 4 ans et qui l'ont libérée, moyennant effectivement l'échange de 200 terroristes libérés dans une zone où déjà les terroristes sont vraiment déjà très nombreux. Eh bien, qu'est-ce qui les empêche aujourd'hui, après quelques temps de tranquillité, de la récupérer, et puis on recommencera, et puis les enfants feront une campagne, et on dira « Regardez cette Française », et on refera une négociation. Ce n'est pas possible. Plus de 7 mois après son arrivée au Mali, aucune difficulté jusqu'à cet avis de recherche. Les raisons de l'émission de cet avis de recherche ne sont pas clairement indiquées. Du côté du ministère malien de la Sécurité, on justifie l'avis de recherche pour lever certaines ambiguïtés, sans davantage de précision sur la régularité de sa situation. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur l'affaire Sophie Petronin, donc cette Française de 76 ans, retenue comme otage au Mali, que la France a libérée contre 200 djihadistes et qui est retournée au Mali en mars dernier. Vous avez parlé d'irresponsabilité. Quel est le point de vue de la France sur cette affaire ? D'abord, Sophie Petronin, elle a été libérée, je crois, dans un groupe plus large d'otages, dans une libération qui a été organisée, négociée sur place par les autorités maliennes, pas par la France. Donc moi, je n'ai pas à connaître et je n'ai pas d'informations sur les conditions dans lesquelles elle a été libérée. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai eu l'occasion de dire et de m'exprimer sur le sujet et de dire que nous déplorions le choix de Sophie Petronin de retourner au Mali et qu'il y avait une forme d'irresponsabilité dans ce choix. Je ne vais pas m'étendre sur ce sujet-là et y revenir, mais on sait qu'elle a aujourd'hui une notoriété de par ce qui lui est arrivé, que ça peut potentiellement faire d'elle une cible, et que quand nous avons un de nos ressortissants qui est fait otage à l'étranger, nos militaires qui interviennent pour les sauver, pour les délivrer, ils risquent leur vie. On a déjà eu des soldats français qui ont été tués dans des opérations qui visaient à délivrer des otages. Et donc oui, je continue à penser qu'il y a une irresponsabilité à choisir de retourner au Mali, certes pas dans la même région qui est celle où elle avait été faite prisonnière, mais quand même dans un contexte qui est très tendu sur place, et avec aujourd'hui une notoriété qui peut faire d'elle une cible. Oui, ça peut être choquant pour les soldats qui ont été tués, enfin pour les militaires qui restent là-bas. Encore une fois, moi je ne veux pas m'étendre sur ce sujet-là, mais ce que je dis, je pense que beaucoup de Français ont fait part de leur incompréhension face à ce choix. Voilà. Maintenant, encore une fois, c'est de sa responsabilité. Elle n'a pas pu. Voilà, Sophie Petronin, elle a fait ce choix-là, et je continue à penser que c'est irresponsable. Quel rôle joue exactement le Conseil présidentiel pour l'Afrique ? Est-ce que c'est un rôle politique que vous voulez qu'il joue ? Le Conseil présidentiel pour l'Afrique, c'était un engagement de campagne du président de la République en 2017. Et il s'inscrit directement dans ce qu'on évoquait tout à l'heure sur le partenariat renouvelé avec l'Afrique. Parce que finalement, il s'agit d'avoir auprès du président de la République des personnalités issues de la société civile, des secteurs économiques, culturels, sportifs, des médias, qui ont un rôle de conseil auprès du président, qui permettent à la fois d'être des vigies sur l'application des engagements qui ont été pris en 2017 dans ce partenariat renouvelé, qui permettent aussi de soumettre des idées, des initiatives nouvelles, notamment dans l'objectif de soutien à l'entrepreneuriat et au développement économique en Afrique. Et donc oui, c'est un conseil qui est très important auprès du président. Moi, je veux vraiment remercier les personnalités qui y participent parce que c'est très utile d'avoir cet appui, en plus des relations bilatérales, multilatérales qu'on peut avoir avec les États africains, d'avoir cet appui de la société civile auprès du président et auprès du gouvernement pour nous conseiller. À votre avis, pourquoi les relations entre la France et l'Afrique se sont dégradées à ce point-là, laissant un boulevard à la Chine et à la Russie ? Bon, moi d'abord, je ne suis pas fataliste et pessimiste, je suis plutôt quelqu'un d'optimiste. Et par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure sur le partenariat renouvelé, je crois profondément qu'on peut nouer de nouveaux
partenariat, qu'on peut avoir de nouvelles relations, fondées encore une fois aussi dans l'intérêt des Africains, dans le développement économique de l'Afrique, dans le soutien à l'entrepreneuriat, à l'éducation, et notamment notre grande priorité, l'éducation des jeunes filles. Et je crois profondément que la France a une place, un rôle majeur aux côtés de ses amis et partenaires africains. Moment solennel empreinte d'émotion à l'Élysée. Sous les regards des présidents du Bénin et de la France, les ministres de la Culture des deux pays formalisent la restitution des 26 œuvres pillées par les troupes coloniales. C'est un moment un peu, pas simplement symbolique, mais émouvant, je dois le dire, et historique. En effet, nous venons, avec le président de la République du Bénin, Patrice Talon, de signer ensemble un acte historique qui était tant et tant attendu, désiré. Après 130 ans d'absence sur le territoire du Bénin, ces 26 œuvres du trésor du royaume d'Abomey sont attendues avec émotion à Cotonou. Désormais, elles rentrent dans le patrimoine culturel national et pourront être admirées par les Béninois. Le geste d'aujourd'hui est la possibilité pour la jeunesse béninoise, la jeunesse africaine, de retrouver des œuvres de son histoire et de son patrimoine, de pouvoir les admirer chez elle. Et je souhaite que ce mouvement se poursuive et que l'universel soit accessible à Cotonou comme à Paris. Et nous allons continuer ce travail ensemble. Merci, Président. Mais 26 objets d'art historique restitués contre des centaines pillés selon le rapport Felwine-Sarr et Bénédicte Savoie laissent le président béninois Patrice Talon sur une note d'insatisfaction malgré l'émotion de cette cérémonie de restitution. Monsieur le Président, il est regrettable que ce acte de restitution, si pourtant appréciable, ne soit pas de portée à nous donner entièrement satisfaction. La restitution de 26 œuvres que nous consacrons aujourd'hui n'est qu'une étape dans le processus ambitieux d'équité et de restitution des patrimoines mémoriels estorqués jadis au royaume du territoire du Bénin par la France. Pour le chef d'État béninois, ces retours marquent le début d'une nouvelle histoire qui doit se concrétiser à terme par d'autres restitutions. Puisque vous avez instruit les travaux législatifs pour définir un cadre plus général de restitution, j'ai donc l'assurance que par ce fait-là, le reste connaîtra le même sort que les 26 œuvres que j'emporte avec moi. En attendant d'autres restitutions, une cérémonie est prévue pour fêter le retour des 26 œuvres historiques sur le sol béninois. Une fois à Cotonou, elles seront soumises à 2 mois d'acclimatation avant d'être exposées pendant 3 mois au palais présidentiel du Bénin, puis au fort portugais de Ouida. Ce n'est qu'après 3 ans qu'elles rejoindront le musée de l'épopée des Amazones et des rois du Dan romain. Mais justement, quels sont les grands dossiers africains du président de la République ? C'est ce que j'évoquais à l'instant. Vous avez pour nous une question fondamentale qui est celle de l'éducation et notamment de l'éducation des jeunes filles. Dès 2017, nous avons rehaussé nos engagements financiers, notre soutien en la matière. Deuxième volet, c'est le développement économique. Et puis après, il y a un enjeu aussi mémoriel qui est très clair. J'évoquais tout à l'heure la question de la restitution des œuvres et ce qui a été fait notamment récemment au Bénin. Il y a aussi la capacité à regarder notre histoire en face, à dire les choses, à mettre fin à un certain nombre de non-dits, à apaiser un certain nombre de tensions. Je pense notamment aux propos très forts du président de la République sur la question du Rwanda et du génocide et la responsabilité de la France, qui, je crois, était important et attendu. Il y a sur les réseaux sociaux africains un sentiment anti-français qui est très important, un sentiment qui est fondé en grande partie sur des fake news. Et ça, je ne sais pas si vous percevez ce sentiment anti-français. Ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ça doit évidemment nous alerter d'une manière générale. Il faut évidemment qu'on en tire des conclusions, qu'on y réponde. Mais je ne crois pas qu'il faille considérer que ça reflète pleinement et complètement l'état d'esprit et l'état de l'opinion. En tout cas, en France, je ne considérerai jamais que ce que je vois sur les réseaux sociaux et sur Twitter reflète la réalité de l'opinion. On sait qu'il y a, c'est une fenêtre parmi d'autres
souvent une fenêtre derrière laquelle se déverse beaucoup de haine, effectivement, beaucoup de discours complotistes. Il ne faut pas minorer ce problème-là, il faut y répondre de manière très claire, mais je ne crois pas qu'il faille non plus considérer que c'est un état général de l'opinion. Maintenant, on est préoccupé par cette question-là, et je crois que c'est de la responsabilité d'abord de chacun des États que de trouver des moyens d'agir et de réagir. C'est un enjeu auquel sont confrontés tous les gouvernements. On voit en France, on en parlait avec mon homologue du Congo, je crois que c'est le cas partout. Et puis il y a un enjeu aussi de responsabilité des plateformes et de ces réseaux sociaux. On a vu notamment pendant la crise du Covid qu'ils étaient capables de lutter contre les fausses informations et contre les théories du complot, notamment sur la question du vaccin, où vous avez des plateformes, des réseaux sociaux qui ont retiré des contenus qui étaient complotistes ou qui ont fait apparaître sur ces contenus des messages d'information pour aller chercher l'information réelle et la réponse finalement à ce qu'on voyait circuler sur les réseaux sociaux. Et je pense que ce qu'on a vu à travers le Covid et ces initiatives, ça peut être des initiatives qui peuvent ensuite être renouvelées et utilisées sur d'autres sujets. Je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons dire avec crédibilité que nous avons maintenu 1,5 degré à portée de main, mais son pouls est faible. Et il ne survivra que si nous tenons nos promesses, si nous traduisons nos engagements en actions rapides. Les quelques 200 pays réunis à la COP26 ont adopté un accord pour accélérer la lutte contre le réchauffement de la planète, mais sans garantie de tenir l'objectif des 1,5 degrés, ni répondre aux demandes d'aide des pays pauvres. Le texte a été adopté à l'issue de 2 semaines de négociations et aussi de changements de dernière minute sur la question des énergies fossiles, à la demande de la Chine et de l'Inde. C'est très décevant de voir ces résolutions finales de la COP26 et leur formulation édulcorée de la sorte. Car pour faire simple, nous devons abandonner le charbon si nous voulons garantir un avenir climatique sûr, non seulement en Inde, mais dans le monde entier. Et la raison pour laquelle je dis cela est que l'Inde est extrêmement vulnérable au changement climatique et à certaines de ses pires conséquences. Sur le point de la limitation des températures, alors que la planète se trouve, selon l'ONU, sur une trajectoire catastrophique de réchauffement de 2,7 degrés, le texte appelle les États membres à relever leurs engagements de l'accord de Paris, mais avec la possibilité d'aménagement pour circonstances nationales particulières. Un point qui a suscité les critiques des ONG. Le texte contient en revanche une mention inédite des énergies fossiles, principales responsables du réchauffement, et qui n'était même pas citée dans l'accord de Paris. Alors ce qui est quand même positif effectivement, c'est que c'est devenu un vrai débat, c'est-à-dire qu'avant les énergies fossiles c'était un tabou dans le cadre de l'ONU. Maintenant ça y est, on a quand même toute une coalition de pays qui auraient voulu être plus ambitieux sur le texte. Donc nous on pense que c'est quand même de bon augure. Ça veut dire que la prochaine COP au plus tard, on pourra quand même peut-être aller un peu plus loin en termes d'ambition. Celle-ci ça a raté, mais c'est un tout petit pas qui peut être du coup permettre au prochain d'être plus grand. Donc on va quand même l'utiliser. C'est vrai que c'est pas très fair-play d'utiliser la dernière heure pour négocier. La version finale appelle à intensifier les efforts vers la réduction du charbon sans système de capture et à la sortie des subventions inefficaces aux énergies fossiles. Le dossier explosif de l'aide aux pays pauvres n'a par contre pas trouvé de résolution malgré la promesse non tenue de la part des pays riches de porter à partir de 2020 leur aide climatique à 100 milliards de dollars par an. Les pays développés, au premier rang desquels les États-Unis, s'y sont fermement opposés. Alors un autre point délicat, mais qui semble être en bonne voie, c'est l'accord sur le climat qui a été conclu à Glasgow. Alors ce genre d'accord ne peut pas satisfaire tout le monde, ça c'est évident. Quel est le degré de satisfaction de la France ? Si je devais résumer, je dirais qu'à l'issue de cet accord, l'horizon climatique est plus dégagé qu'avant. Est-ce qu'il est totalement dégagé ? Non. C'est-à-dire qu'il y a des avancées, qu'évidemment on aurait souhaité que ça aille plus loin sur un certain nombre de points, mais qu'il y a des avancées. L'accord de Paris qui a été signé au moment de la COP 21, il est fondamental. Il permet de viser une limitation du réchauffement climatique à 1,5 degré d'ici à la fin du siècle. Il faut maintenant que cette trajectoire soit respectée, ce qui veut dire qu'il y a des moments de rendez-vous pour vérifier que la trajectoire est bien respectée, et des moments aussi où on doit rehausser nos ambitions. Les ambitions, elles ont été rehaussées à l'occasion de cette COP à Glasgow à plusieurs titres.
vous avez plus de 152 pays qui ont annoncé un rehaussement de leurs ambitions. Vous avez, je crois maintenant, 82 ou 87 pays qui se sont dotés d'un objectif de neutralité carbone, comme la France. En France, en Europe, on s'est doté d'un objectif de neutralité carbone à horizon 2050. Vous avez des avancées sur un certain nombre de points, comme notamment la question du charbon. La France est en train de sortir du charbon. La dernière centrale à charbon aura fermé en 2023. Il y en a plusieurs qui ont fermé depuis que Emmanuel Macron a été élu président de la République. D'autres pays se sont engagés à le faire. Je pense notamment à la Pologne et au Canada. Il y a aussi eu des partenariats extrêmement innovants pour aider des pays très dépendants du charbon à en sortir. Je donne un exemple, l'Afrique du Sud. Je crois qu'elle dépend à 80% du charbon. Et il y a un partenariat mondial qui a été mis en place avec un certain nombre d'États, je pense à la France, aux États-Unis, à la Grande-Bretagne, qui financièrement contribuent pour aider l'Afrique du Sud à sortir du charbon. On a un accord sur la réduction de 30% des émissions de méthane dans le monde, un accord pour lutter contre la déforestation. Bref, on voit qu'il y a des progrès sur un certain nombre de sujets. Maintenant, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, dans les projections qui sont faites, on n'est toujours pas au 1,5 degré d'ici à la fin du siècle. Entre la France et le Royaume-Uni, la tension ne cesse de monter sur la question de la pêche. Clément Beaune côté français et Lord Frost côté britannique ne s'accordent toujours pas sur les licences de pêche des navires français. La France attend environ 200 licences de pêche pour rejoindre les eaux britanniques. Dans ce contexte explosif, le secrétaire d'État français aux affaires européennes, Clément Beaune, a annoncé qu'il se rendrait la semaine prochaine à Bruxelles pour poursuivre cette négociation essentielle pour la France et l'Union européenne. En vertu de l'accord de Brexit, signé fin 2020 entre Londres et Bruxelles, les pêcheurs européens peuvent continuer à travailler dans les eaux britanniques à condition de pouvoir prouver qu'ils y pêchaient auparavant. Mais Français et Britanniques se disputent sur la nature et l'ampleur des justificatifs à fournir. Mais c'est un coup dur pour la pêche française, c'est un coup dur pour l'Europe aussi, pour sa capacité de défendre ce qui est une activité, un enjeu et même des perspectives d'avenir. Il y a de très très belles déclarations, parce que c'est une réalité, de la croissance bleue, des enjeux maritimes. Il y a là un gisement de croissance, de réalité, d'emploi. Et donc on ne peut pas se résoudre sur le volet de la pêche à abandonner nos pêcheurs, parce que c'est la réalité. Ma première question concerne les rapports avec la Grande-Bretagne. On a l'impression qu'ils se sont sérieusement détériorés à la suite de plusieurs querelles. L'une ne concerne pas directement la France, c'est l'histoire irlandaise, mais l'autre, c'est plus précisément française, franco-britannique, avec cette histoire de pêcheurs français qui n'obtiennent pas de licence et des Anglais qui refusent de les donner pour des raisons que, semble-t-il, on ne comprend pas en France. Donc, est-ce que cette relation, étant donné le caractère peut-être un peu éruptif des deux principaux personnages, est-ce que, je veux dire, du président de la République et de Boris Johnson, est-ce que ça ne menace pas à long terme les relations franco-britanniques qui sont, d'autre part, très importantes en Europe? La Grande-Bretagne, c'est un très vieil allié de la France. C'est une nation amie. Quand on est amis, quand on a un tel partenariat, on passe forcément par des hauts, par des bas, par des moments difficiles. Il y a une étape nouvelle qui s'est ouverte avec le Brexit et un accord qui a pu être trouvé et qui a pu être signé. Il y a plusieurs sujets aujourd'hui de discussion, voire de tension. Vous en avez évoqué deux principaux, la question de l'Irlande du Nord et puis la question des licences de pêche. Il y a des discussions qui se poursuivent. On a des échanges réguliers avec nos homologues britanniques. Mon collègue Clément Beaune a rencontré David Frost à plusieurs reprises, mais aussi beaucoup de travaux menés au niveau européen avec la Commission. Les tensions montent encore d'un cran entre la Pologne et la Biélorussie. Varsovie a annoncé la construction d'un mur à sa frontière d'ici la fin de l'année. Cette même frontière qui oppose d'un côté près de 15 000 gardes-frontières et soldats polonais, face à quelques 4 000 migrants affamés, bloqués côté russe. Certains n'ont pas survécu. Il avait l'espoir de continuer les études qu'il a commencées en étant dans un centre pour réfugiés en Jordanie. Il cherchait la même chose que tout jeune homme avec des rêves, mais il n'y est pas arrivé. La mort a été plus rapide. Après avoir menacé de couper le gaz vers l'Europe, la Biélorussie rétropédale.
À la suite d'un échange avec la chancelière allemande Angela Merkel, Loukachenko a assuré vouloir éviter la crise migratoire avec la Pologne. Nous sommes parvenus à un consensus selon lequel personne n'a besoin d'escalade, ni l'Union européenne, ni le Bélarus. Peu importe à quel point quelqu'un le souhaite, devienne une confrontation ardente. Certains migrants ont réussi à détruire les barbelés le long de la frontière. En représailles, des gardes-frontières polonais ont tiré avec des canons à eau. De son côté, Minsk, qui est accusé d'avoir orchestré cet afflux migratoire, s'est rapproché du Kremlin et a obtenu le soutien de Moscou. Le comportement du côté polonais est absolument inacceptable. Je pense que l'utilisation du gaz lacrymogène, des canons à eau et des coups de feu tirés au-dessus des têtes des migrants en direction du Bélarus, tout cela reflète, je crois, le désir de cacher leurs actions. Le porte-parole de la diplomatie biélorusse a accusé Varsovie d'aggraver la crise en cours à la frontière entre les deux pays. Pour le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'objectif est d'aggraver encore la situation et d'étouffer tout progrès vers un règlement. Alors passons à un autre sujet, c'est celui des rapports avec la Russie, parce qu'il y a une grande tension en ce moment à la frontière avec l'Ukraine, où la Russie amasse, je crois qu'il y a environ 100 000 soldats avec leurs équipements, des chars, etc., de l'artillerie. Est-ce que c'est un souci aussi pour la France, ces relations avec Vladimir Poutine qui paraissent vraiment atteindre le niveau le plus bas par rapport aux années précédentes? Moi, je dirais pas ça. On a fait le choix de maintenir une relation avec la Russie. Parce que c'est dans l'intérêt de tous que de se parler et d'échanger, y compris quand il y a des tensions et des moments difficiles. Le président de la République s'est entretenu il y a quelques jours avec Vladimir Poutine pendant un échange téléphonique qui a duré près de 2 heures. Donc on voit bien qu'il y a une relation qui est nourrie et on se dit les choses. Il y a plusieurs sujets qui ont été évoqués, et notamment la question de l'Ukraine. Vous évoquez des informations qui sont relayées que moi je ne suis pas en mesure de confirmer en tout cas. Mais ce qui est clair, et le président l'a redit à Vladimir Poutine, c'est que évidemment que nous défendons l'intégrité territoriale de l'Ukraine et que nous continuerons à avoir une exigence très forte en la matière. C'est aussi ce qui a été rappelé par les Allemands qui sont aussi investis dans ce dossier-là. L'important, encore une fois, c'est de mettre les choses sur la table et de se dire les choses. L'autre sujet chaud en ce moment de votre actualité, c'est la Pologne et la Biélorussie. La Pologne veut ériger un mur à la frontière avec le Bélarus. Est-ce que la France soutient la Pologne dans cette initiative et soutient la Pologne plus généralement? D'abord, il faut bien rappeler de quoi il s'agit. On a un régime biélorusse, un président qui a été élu dans une élection très contestée, qui s'est livré à des actions très contestables que nous avons condamnées, notamment le détournement d'un avion pour arrêter un opposant, ce qui nous a amené à l'été dernier à prendre des mesures, des sanctions contre le régime, contre un certain nombre de personnalités du régime, contre des acteurs économiques, des interdictions de survol aussi. Et en réponse à ces sanctions que nous avons prises, en réponse à ces situations inacceptables, le régime biélorusse a orchestré une mise en scène totalement inhumaine et macabre. Ils sont allés chercher des milliers de personnes migrantes dans la détresse, des femmes, des enfants, des hommes. 3000, ils sont à peu près. Plusieurs milliers, qu'ils ont massés à la frontière de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne. Ils ont réalisé eux-mêmes des images qu'on voit diffusées sur nos télévisions pour essayer de faire peur aux Européens, pour essayer de leur faire peur en leur faisant croire qu'il y a une vague migratoire qui est en train de se nasser aux portes de l'Europe, dans le but de nous fracturer et de nous diviser, nous les Européens. Donc face à ça, il faut être extrêmement ferme. Et donc oui, on soutient la Pologne. Évidemment qu'on soutient nos amis polonais qui sont confrontés à cette situation. De même qu'on soutient la Lettonie, la Lituanie. On leur a envoyé des moyens supplémentaires avec Frontex pour qu'ils puissent sécuriser leurs frontières en Lettonie et en Lituanie. On a envoyé aussi une aide humanitaire. Aujourd'hui, les priorités, c'est quoi? D'abord, c'est l'aide humanitaire. L'hiver arrive, il va faire très froid et donc les conditions pour les migrants concernés vont être encore plus difficiles. Et donc on se mobilise avec le Haut Commissariat aux réfugiés pour apporter une aide humanitaire et pour pouvoir organiser aussi des retours dans les pays d'origine. Deuxième priorité, c'est couper les routes des passeurs et empêcher que d'autres migrants soient encore une fois instrumentalisés et ramenés à la frontière de l'Union européenne. Ça, c'est un travail qui a été engagé. Et donc c'est dans cette voie. Et le troisième priorité, c'est de tenir la frontière européenne et donc de
de renforcer les moyens des pays qui sont confrontés à cette situation pour qu'ils puissent se protéger et se défendre. Donc ce qui est prévu, c'est des retours humanitaires dans les pays de ces migrants ? Oui, tout à fait. Il y a déjà, je crois, un certain nombre de retours qui ont été organisés, notamment avec l'Irak. C'est pour ça aussi qu'on veut vraiment travailler avec le commissariat aux réfugiés. Dans l'échange que j'évoquais tout à l'heure entre le président Macron et le président Poutine, cette question a évidemment été largement évoquée. Et donc le président Poutine s'est d'ailleurs engagé aussi à agir en faveur de la désescalade. Il doit échanger sur ce sujet-là avec le président Loukachenko. Et on s'est engagé aussi ensemble à faire intervenir le commissariat aux réfugiés pour gérer cette situation avec humanité évidemment, mais aussi avec fermeté. Merci beaucoup Gabriel Attal, à très bientôt. Merci à vous pour votre invitation, j'étais très heureux de cet échange et à bientôt j'espère pour un autre échange sur tous ces sujets fondamentaux.